Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Marion Cotillard et Brad Pitt alliés dans le dernier film de Robert Zemeckis, couple ultra glamour pour une plongée dans la Seconde Guerre mondiale. On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Une femme seule contre les laboratoires pharmaceutiques, la fille de Brest revient sur le scandale du Mediator. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Est-ce que tu m'aimeras toute ta vie? Le destin contrarié d'une jeune femme du 19e siècle, Stéphane Brisé nous livre sa vision toute personnelle de Une vie de Guy de Maupassant. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. On va donc commencer avec le face-à-face glamour d'alliés Marion Cotillard et Brad Pitt à l'affiche du film de l'américain Robert Zemeckis. Ils sont pris dans les filets de l'histoire et de l'amour. Avant toute chose, on regarde quelques images. Is this a game? A test. Everything is a test. You were different with me last night. Different? Like you were angry. She's the mother of my child. It isn't true. I will prove it. Look, say her. You blatantly disobeyed orders. You're scaring me. When the war is over, it won't matter where I am. Hey, what happened to my kiss? Voilà, film très attendu cette semaine. Et c'est vrai que, bon, moi en tout cas, j'y allais un peu à reculons avec cette affiche qu'on va voir ultra kitsch avec Marion Cotillard et Brad Pitt. Mais moi, j'ai trouvé que le talent de storyteller de Zemeckis fonctionne, qu'on est pris dans le suspense. J'avais envie de savoir jusqu'au bout si cette Marion Cotillard était une espionne. Et d'ailleurs, je l'ai trouvée plutôt juste. Oui, Moi, alors, je suis d'accord avec vous sur Marion Cotillard, qui est plutôt, qui fait bien le job, notamment dans la première partie marocaine où elle doit jouer une super espionne. Je veux dire, elle a pas trop de mal à exister face à un Brad Pitt étrangement ailleurs, très pâteau, pas aidé par un accent. Oui, il est censé parler français, ça ouais, marche pas. Ça marche pas. Moi, je trouve que le film, il a le cul entre trois chaises, ce qui à vos lieux n'est pas très confortable. Il y a d'un côté le film d'espionnage au fond de Seconde Guerre mondiale, pardon, le mélodrame et enfin le thriller paranoïaque. Alors côté espionnage, passe encore. Je trouve que c'est vrai que la romance marocaine traitée sur un ton volontairement chromo par Zemeckis, c'est-à-dire avec brushing et costumes impeccables, avec une espèce de lumière chaude qui déréalise un peu les choses, ça fonctionne. On a l'impression de voir un vieil objet un peu ringard, mais qui attire plutôt l'œil. Non, moi je trouve que ça se gâte dans le deuxième et troisième temps du film. J'ai pas aimé la première partie, mais la deuxième partie, on est pris dans le suspense quand alors, même. Pas du tout, c'est-à-dire que là, bien sûr, arrive à 1 heure de film quand même, donc le clé du film, en tout cas, savoir la problématique. Alors, Marion Cotillard, espionne, allemande ou pas. Moi, je trouve que Zemeckis y croit tellement pas à cette histoire d'amour, ni à ces personnages, qui est trop plaqué pour être honnête, que du coup, on n'a aucune empathie pour les personnages. Et franchement, je me foutais complètement de savoir si elle roulée pour les Allemandes ou pas. Non, moi, le vrai suspense du film, c'est savoir si Brad Pitt ne va pas s'endormir avant Angelina du film. On ne sait pas ce qu'il a pris, je sais pas, voilà, mais ça va pas être peut-être préoccupé par son divorce avec Angelina Jolie. Alors, rappelons quand même que Zemeckis n'est pas un manche, loin de là. C'est quand même la saga Retour vers le futur, c'était lui. C'est aussi les 2 films avec Tom Hanks, Forrest Gump et Seul au monde. Et puis le dernier, The Walk, Rêver plus haut, qui était un navet et qui peut-être préfigurait le naufrage. Il s'est un peu perdu, Zemeckis, en route depuis Seul au monde. Il est perdu. Bon, d'un film historique à un long métrage en prise avec l'actualité, La fille de Brest d'Emmanuel Berco, une fiction sur le scandale du Mediator. Elle s'appelle Irène Frachon. Elle est pneumologue à Brest et c'est une femme a priori ordinaire et qui va commencer à s'inquiéter de la mort suspecte de patients, des patients qui prennent tous un même médicament, les mêmes pilules qui s'appellent donc le Mediator, le fameux Mediator qui est des pilules censées combattre le diabète et le surpoids. Alors d'un côté on a ce petit bout de femme, de l'autre un puissant laboratoire pharmaceutique et donc au milieu des milliards et surtout des vents contraires, et elle va se battre, cette fille, elle ne va pas se démonter contre vents et marées, c'est ça qui est bien.
Et ça fait penser à une certaine Erin Brockovich. Irène et Erin, c'est... Voilà, c'est ça, c'est peut-être un clin d'œil. C'est peut-être un clin d'œil. Référence évidemment au film de Soderbergh avec Julia Roberts. Plus que le scandale du Mediator, c'est en effet la personnalité d'Irène Frachon qui intéressait Emmanuel Berco. On regarde quelques images du film et on écoute la réalisatrice. Ça va être Hiroshima. Ah bah c'est pas moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. J'ai surtout voulu faire le portrait de cette femme à travers son combat. Donc le film est raconté totalement de son point de vue. C'est une héroïne, voilà, c'est le portrait d'une héroïne. L'affaire du Mediator est la toile de fond du film. Bah moi, je vous pose la question à laquelle votre livre répond jamais. Combien de morts? Nous avons un résultat surprenant. Et pour incarner cette héroïne, cette fille de Brest, Emmanuel Berco a choisi une actrice danoise, pas totalement inconnue pour autant. Alors, pas totalement inconnue, et c'est pour l'anecdote, c'est Catherine Deneuve, avec qui Emmanuel Berco a tourné 2 films, Elle s'en va et La tête haute, qui était fan de la série Borgen, où cette actrice incarnait... Super série. Voilà, la première ministre danoise. Elle adorait cette série, elle lui a soufflé le nom de cette actrice, et du coup, Emmanuel Berco est allé la chercher. Elle a mis 4 ans, Emmanuel Berco, à faire ce film. Entre-temps, elle a explosé, cette actrice. On l'a vue dans L'Hermine, pour lequel elle a obtenu un César du meilleur second rôle. On l'a vue récemment dans Inferno, aux côtés de Tom Hanks. Et elle est dans la série aujourd'hui de fiction américaine, de science-fiction Westworld. Autant dire que ça cartonne. Alors oui, la fille du Brest lui doit beaucoup. Je dirais presque même peut-être un peu trop. C'est-à-dire qu'elle vraiment, elle est de tous les plans. Et du coup, elle dresse presque un portrait un peu unilatéral. C'est-à-dire que d'un côté, on a cette femme sans peur et sans reproche. Et de l'autre, les méchants qui sont très bien identifiés. Et du coup, ça s'inverse. Hein. Il y a David contre Goliath. Là, c'est plutôt David qui est plus fort que Goliath. Du coup, voilà, portrait un peu unilatéral. Il n'empêche qu'on est pris, là, pour le coup, jusqu'à la fin, par ce combat et par cette caméra qui vraiment porte cette actrice qui est, on le redira jamais assez, formidable. Et qu'on a vu donc dans Borgen. Et puis changement de registre pour Stéphane Brisé avec le drame social La loi du marché qui avait bouleversé Cannes. Le réalisateur adapte Guy de Maupassant, une vie où le destin contrarié d'une jeune femme du 19e siècle. Oui, elle s'appelle Jeanne, elle a 17 ans, elle sort à peine du couvent et donc ses parents croyant bien faire, lui lèguent un château et le mari qui va avec. Malheureusement, Jeanne va aller de déception en déception avec un mari saute en l'air, qui va engrosser la bonne, coucher avec la meilleure amie de Jeanne, autant dire que ça va pas fort. Même la joie d'être mère va être de courte durée pour la pauvre Jeanne, puisque le rejeton va s'avérer aussi peu sensible que le père. Voilà, dur, mais Stéphane Brisé, lui, a un peu l'habitude. Hein. On se souvient de sa loi du marché, qui n'était pas franchement une petite rigolade. Alors, on va écouter justement Stéphane Brisé. Il évoque le parallèle entre le Thierry, donc était Vincent Lindon dans la loi du marché, et la Jeanne de Maupassant. Écoutez-le. Il y a un lien très très fort entre les deux personnages, même si évidemment c'est pas les mêmes destins, c'est pas les mêmes contextes sociaux, c'est un homme, une femme. Le personnage que jouait Vincent Lindon dans la loi du marché et le personnage que Judith Chemla dans Une vie, ce sont 2 êtres qui ont une très haute idée de l'homme et ce sont 2 films sur la fin des illusions. Voilà, avec cette adaptation, Stéphane Brisé refuse le tableau vivant et assume volontairement un parti pris très esthétique. Ouais, très esthétique, vraiment radical, c'est-à-dire format carré, hein, c'est ce qu'on appelle le 4/3, hein, on a plutôt l'habitude des... C'est pour ça qu'on voit les bandes noires. Oui, absolument. Donc du coup, ça fait une espèce d'impression comme ça, très étouffée, très étouffante surtout. C'est ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire qu'à l'image de Guy de Maupassant, qui lui refusait le romantisme, refusait le naturalisme, hein, contrairement à Émile Zola, qui était son contemporain, Maupassant, croyait dur comme fer au personnage et comment on pouvait rester avec lui sans fioriture. Alors, c'est ce que fait Stéphane Brisé. Alors ça a une qualité, c'est que on est vraiment pris presque à la gorge avec cette femme, une femme qui subit mais qui agit peu. Hein, c'est vraiment, on l'a dit dans le préambule, hein, pour ceux qui ont lu le roman savent un petit peu le destin tragique et contrarié surtout de cette jeune femme. Donc voilà, c'est un petit peu, il est presque pris au piège de son système, Stéphane Brisé, parce qu'au bout d'un moment, on s'ennuie un peu, on aimerait que le cadre s'élargisse et qu'on arrive un petit peu à sentir aussi l'atmosphère autour, l'atmosphère normande autour de cette Jeanne de Une vie. Voilà, alors il faut savoir qu'il fait mieux qu'un précédent film, précédente adaptation, c'est dans les années
en 58, signé Alexandre Astruc. Il y avait donc Maria Schell, qui était blonde, quasiment platine, qui incarnait la Jeanne de Guy de Maupassant. Et là, c'est Judith Chebla, on la voit, brune, qui est très intense, jeune comédienne, très, très, très intense. Pour l'anecdote, Marion Cotillard avait été un temps pressentie, et puis finalement, elle a préféré Zemeckis. Voilà. Et elle fait peut-être un peu d'ombre aujourd'hui à Judith Chebla et cette vie de Maupassant de Stéphane Brisé. Bon, on se quitte avec Louise en hiver, un film d'animation français de Jean-François Laguilloni, à l'instar de La Tortue Rouge. Il y a quelques mois, c'est un film qui s'adresse aussi et peut-être surtout aux adultes. Oui, alors c'est vrai que c'est difficile de parler de l'histoire sans susciter une moue suspecte. C'est vrai que quand on entend le pitch, on se dit voilà, bon, c'est quand même Louise en hiver parle quand même à la fois de... C'est un film d'animation qui parle à la fois de vieillesse, de solitude et donc un peu de la mort. Alors j'imagine que vous dites non, sans moi, Louise. Eh bien non, vous avez tort, parce que ce film respire paradoxalement la joie de vivre, la beauté et une certaine plénitude. Louise, c'est une petite vieille femme qui habite une petite station balnéaire dans Normande, et puis c'est la fin de l'été, les vacanciers s'en vont, elle reste seule dans cette station balnéaire totalement vide avec un chien. Et ben voilà, c'est les errances de cette femme qui s'interroge sur le sens de la vie, sur le sens peut-être de sa mort ou pas, rien n'est dit, tout reste en suspens. C'est presque ici une espèce d'évocation, on est presque plongé dans une espèce de rêve éveillé, plus que de cauchemar, malgré les sujets assez lourds du film. Dire aussi que Jean-François Laguilloni, c'est pas vraiment un inconnu. Il avait signé Le Tableau en 2011, qui était un film d'animation aussi pour adultes prodigieux, et il signe avec celui en hiver le meilleur film d'animation de l'année avec La Tortue Rouge il y a quelques mois. Bon, plein de poésie. Donc, merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec les images pastel de Louise en hiver et ses monologues. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. C'était la première fois. C'est drôle, on aurait dit que rien n'avait d'importance. Louise, tout était important.